de Alexandra Féodorovna qui fait l'alliance franco-russe en 1894 avec le regretté Félix Faure, mort dans des circonstances que la décence m'interdit de préciser davantage. Ou bien que ce soit comment dirais-je, la Normandie-Yémen, ou que ce soit en 1966, lorsque De Gaulle se rend pour lancer la politique de détente. De Gaulle avait compris que la France, certes, était une puissance moyenne, mais une puissance qui a un rayonnement planétaire, et que face à une puissance, aux menaces de subversion d'une grande puissance, on doit avoir des alliances universelles. De Gaulle avait reconnu la République populaire de Chine pour faire contrepoids à l'influence américaine. Donc c'est ça que nous proposons. Or maintenant, on est pieds et poings liés, ligotés dans un truc qui nous entraîne. Et on a actuellement en France des chars, des avions de combat qui sont à 500 mètres de la frontière russe, qui sont en Estonie et en Lettonie, des pays qui par ailleurs commémorent officiellement les Waffen-SS, au risque de nous brouiller, de nous entraîner à un conflit avec la Russie. Je rappelle qu'on a quand même viré 4 diplomates russes il y a 1 an pour l'affaire Skripal. Vous savez ce que c'est l'affaire Skripal? Vous savez, c'était cet espion, cet agent double qui avait été arrêté par les Russes, qui avait fait 10 ans de prison, et que les Russes avaient plusieurs années de prison, et les Russes l'avaient ensuite permis de sortir et étaient allés se réfugier au Royaume-Uni. Alors la version officielle, c'est que Vladimir Poutine, face à ce type qui était en fin de carrière, qui avait, je ne sais pas, 68 ou 70 ans, qui avait purgé sa peine, qui avait été expulsé plusieurs années auparavant, Poutine, version officielle, Poutine s'est dit, bon, sans laisser bien sûr, je vais le faire assassiner 1 semaine avant l'élection présidentielle. Et je vais le faire assassiner dans des conditions telles que le monde entier soit au courant. Il demande donc à des pieds nickelés du FSB d'aller avec des valoches de Novichok, un agent, là, pour aller mettre cette poudre sur des bancs publics à Salisbury, et également sur des portes. Voilà. Ceux qui le font. Voilà-t-il pas que Skripal, avec sa fille, vient s'installer sur le banc public, il a des vapeurs, il est embarqué voilà. Il est entre la vie et la mort, et aussitôt le gouvernement britannique et le gouvernement américain nous expliquent que c'est Poutine. Et c'est quand même, je parle ici du plus gros incident depuis la fin de la guerre froide, puisque les Américains ont expulsé 120 diplomates russes et ont exigé de leurs vassaux, dont la France, qu'on expulse 4 diplomates russes. Bon. Et on en est où, là, 1 an après? Qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, Skripal et sa fille ne sont pas morts. Mais ils sont où? Pourquoi aucun journaliste n'est allé les interroger? Aux dernières nouvelles, paraît-il que la fille, comment dirais-je, de Skripal aurait un contact avec une cousine. Elle aurait dit qu'elle aimerait beaucoup rentrer en Russie, mais qu'elle ne le pouvait pas. Paraît-il qu'elle serait gardée dans un camp militaire anglais. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les débunkers, tous ceux qui essayent, monsieur Macron, le chasseur des fake news, on a expulsé 4 diplomates russes. On s'est brouillé, on a pris des sanctions contre la Russie. Ben, on aimerait avoir des précisions. Que l'on voit M. Skripal et sa fille qui passent devant la télé et qu'on leur pose des questions. Bon, j'arrête ici parce que c'est pas l'objet, c'est simplement pour vous montrer que la France n'est plus une puissance souveraine et que dans tous les domaines, y compris internationaux, nous appartenons à une construction européenne qui, loin d'assurer la paix, est en train de nous entraîner directement vers la guerre. Et par ailleurs, la montée en puissance, les actes terroristes en France, sur lesquels j'avais été interrogé, les Daesh, etc., avec cette espèce de chasse à l'islam continuelle, moi j'avais dit, mais Daesh, qui est-ce qui est derrière Daesh? Comment se fait-il que Daesh ait que des armements américains, anglais? Qui finance? Quel est le rôle de l'émir du Qatar, celui qui a payé le divorce de M. Sarkozy? Il est où? Rappelez, c'était pendant la présidentielle. Je m'étais tourné d'ailleurs vers Macron, je le connais un peu de l'inspection, je lui ai dit, M. Macron, c'est vrai ou c'est faux que l'Arabie Saoudite et le Qatar sont derrière Daesh? Il a dit, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous vous rappelez? C'est là où je vis, de toute façon, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde. Vous vous rappelez? Si la France n'avait pas démoli le régime de Kadhafi, qui n'était sans doute pas une grande démocratie, mais qu'est-ce qu'on a eu à la place? Si la France n'avait pas participé à la déstabilisation du régime de Bachar al-Assad, qui n'est sans doute pas une grande démocratie, mais c'est quand même, moi je suis allé partout, moi, je ne suis pas allé en Libye, mais je suis allé dans tous les pays du Moyen-Orient,
Je peux vous assurer que bon, c'est paradis terrestre, hein, l'Irak de Saddam Hussein ou la Syrie de Bachar el-Assad, c'est le paradis terrestre par rapport à l'Arabie Saoudite, hein, notamment pour les dames, ou le Bahreïn. Pourquoi on ne parle jamais du Bahreïn, du Qatar, donc en matière de droits de l'homme, ou de l'Arabie Saoudite? Parce qu'il y a 50 000 soldats américains qui sont en Arabie Saoudite, parce que le royaume du Qatar, l'Émirat du Qatar et le royaume de Bahreïn, c'est des intérêts occidentaux, et le royaume du Bahreïn, c'est le siège de la 5e flotte américaine, avec d'ailleurs des porte-avions et des sous-marins nucléaires. Donc au Bahreïn, vous avez des manifestants qui ont été condamnés pour manifestation à prison à vie. Peut-être, c'est d'ailleurs ce que Macron a peut-être à l'esprit pour les gilets jaunes. Hein, Macron, les borgneux. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est sortir de l'Union européenne. Et comment? Par l'article 50, comme ont fait les Britanniques. Et quelles en seront les conséquences? Les conséquences, premièrement, nous serons libérés des grandes orientations des politiques économiques et des traités européens. Ça veut dire que nous renationaliserons les grands services publics à la française auxquels les Français sont attachés depuis la libération. Moi, je ne suis pas communiste, je ne suis pas ultralibéral. Je m'inscris dans une très grande tradition française qui remonte à Charles VII et Jacques Coeur, et même avant, et que De Gaulle résumait de façon merveilleuse, encore une fois, quand il disait « En France, il faut mettre dans les grands projets industriels, il faut mettre de l'État, sinon ça merdoit. » Bon. Les Français sont ainsi. Il faut qu'il y ait un État qui assure la justice sociale et qui soit derrière les grands services publics à la française. Quand je dis grands services publics à la française, ça veut dire très concrètement que nous inscrirons dans la Constitution que certains grands services publics participent à l'unité nationale, à l'égalité entre les citoyens, et sont non privatisables par nature. Et ça sera nominativement EDF, que nous renationaliserons, parce que c'est en train d'être privatisé, avec les désastres qui s'en profilent. Donc on ne vendra plus les barrages hydroélectriques, on renationalisera EDF, qui était quand même une entreprise assez extraordinaire que Marcel Boiteux avait conçue dans les années 60, GDF, la SNCF, qui est en train d'être privatisée, le service. Maintenant, la SNCF, ça sera bientôt plus que des TGV, ou si vous décidez 3 heures avant, vous payez un billet de train plus cher qu'un Paris-Tokyo si vous achetez en avion. Ça participe d'ailleurs à une espèce d'insécurité sociale permanente, le fait que vous ne savez plus. Je comprends qu'il faille faire peut-être une modulation des tarifs en fonction des points horaires, mais maintenant on est arrivé à un système qui est extrêmement psychologiquement déstabilisant, qui prend d'ailleurs un temps fou dans la tête des gens. C'est alors vous voyagez en avion, vous voyagez en train, la personne à côté, elle a payé 3 fois, vous, c'est un truc de dingue, les gens parlent. Non, nous on veut rétablir la SNCF avec son service public, les trains de nuit qui ont quasiment disparu, les trains régionaux, parce qu'au même moment d'ailleurs qu'on supprime tout ça, on nous dit qu'il y a trop d'empreintes carbone avec les voitures, on va quand même savoir. Nous renationaliserons tout le réseau d'autoroutes qui a été bradé, et quand vous payez un péage, ça se termine au bout du compte dans les fonds d'investissement American Funds, c'est-à-dire les retraites des salariés de l'État de Californie. Nous renationaliserons, nous interdirons la privatisation de la poste, des hôpitaux, des écoles, la sécurité sociale. Nous ferons figurer ça, la sécurité sociale pour tous, dans la Constitution, parce que ça n'est pas. Et puis également les réseaux d'adduction d'eau, et puis également les, les banques bénéficiant de fonds publics. Si une banque est au bout du rouleau qui en est obligée de la sauver, eh bien, elle sera nationalisée. C'est un programme qui est très inférieur au programme des nationalisations de 1972 que Mitterrand a lancé en 81. Mais si vous regardez sur la place actuellement en politique, c'est le programme le plus à gauche qui existe. Et ce programme est absolument interdit dans le cadre des traités européens. Alors on vous fait peur en ce moment en vous disant le Brexit. Quoi le Brexit? Ça se passe très très bien le Brexit, hein, je peux vous assurer. Le Brexit se passe mal dans les médias français. Mais ailleurs, ça se passe très bien. En ce moment, par exemple, vous savez qu'on est en train de privatiser les trains régionaux en France, dans la région PACA. Vous avez vu ça dans vos journaux. Également dans l'ouest de la France, ça c'est les grandes orientations des politiques économiques, rapport de 2015, la mise en concurrence de la SNCF.
Mais au même moment, en ce moment, au Royaume-Uni, comme ils sortent de l'Union européenne, ils ont décidé de renationaliser la ligne de chemin de fer qui va de Londres à l'Écosse, qui s'appelle East Coast Line. Allez vous renseigner. Ils sont en train de revenir sur l'héritage de Margaret Thatcher, qui a mené d'ailleurs un désastre, parce que l'état des trains au Royaume-Uni, c'est pas terrible. Nous récupérerons donc ce droit inaliénable à décider de ce que sont nos services publics. Premièrement. Deuxièmement, nous rétablirons la justice sociale et la justice fiscale. Je vois des gilets jaunes qui actuellement protestent, ils ont raison, contre la suppression de l'ISF. Il faut quand même comprendre ce qui se passe. La suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune a été exigée par le rapport des grandes orientations des politiques économiques de la Commission européenne pour la France depuis 2015. 2016, Hollande s'est dit, bon, je vais laisser ça à mon successeur. Parce que c'est courage Fillon. Et finalement, Macron, il ne fait qu'appliquer le plan de vol qui lui est imposé. Coût à peu près 3,5 milliards d'euros pour la collectivité nationale. Suppression de l'ISF. Mais au même moment, l'État a décidé, au début de cette année, comme il en a le pouvoir, l'État a le pouvoir de fixer le taux d'intérêt sur les livrets A de caisse d'épargne. Les livrets A de caisse d'épargne, c'est tout le monde. C'est l'épargne populaire, par définition. Plus de 80% des Français ont un livret A de caisse d'épargne. L'encours moyen sur les livrets A de caisse d'épargne, c'est 4 500 €. C'est-à-dire que pour beaucoup de Français modestes ou très modestes, c'est parfois le seul petit pécule qu'ils ont mis de côté. 4 500 € sur la caisse d'épargne. C'est vrai ou c'est pas vrai? Eh bien, l'État a décidé de fixer le taux d'intérêt pour 2018 à 0,75%, le taux d'intérêt. Au même moment, on a appris par l'INSEE que le taux d'inflation calculé par l'INSEE sur l'année 2018 était de 1,9. Ça veut dire, en termes macroéconomiques et financiers, que l'État ponctionne, vole aux petits épargnants, aux Français modestes. 1,9%, moins 0,75, ça fait 1,15% de l'encours des caisses d'épargne des livrets A. On estime que le vol est de 3,2 milliards d'euros, à peu près le même montant que ce que coûte la suppression de l'ISF. Donc ça veut dire que très très concrètement, M. Macron et son gouvernement ont piqué de l'argent aux plus modestes pour les donner aux plus riches. Et la suppression de l'ISF est exigée par la Commission européenne. Donc nous, sortant de l'Union européenne, sortant du rapport des grandes orientations des politiques économiques, nous ferons l'inverse. Nous appliquerons d'ailleurs la Constitution française qui prévoit que la France est une république sociale. Une république sociale qui assure d'ailleurs la justice sociale. Alors, on n'est pas des égalitaristes, mais on est pour la justice sociale. Et c'est totalement scandaleux d'imaginer que des pauvres gens, ou des Français modestes, ou des Français lambda, qui ont mis un petit peu d'argent de côté, qu'on leur siphonne leur argent, qu'au moins on en revient à ce qui existait dans les années, au début des années 2000, sous Chirac avait quand même imposé un truc minimum, c'était que le taux d'intérêt des livrets A devait être au moins égal au taux d'inflation. Nous reviendrons à ça, on mettra un petit peu plus pour favoriser un petit peu l'épargne, et on rétablira l'ISF. Et au-delà de ça, nous reverrons la justice sociale. En matière de droit du travail, nous ferons pareil. J'avais expliqué au moment de l'élection présidentielle, le 21 avril 2017, le dernier jour où on a vu sur les lucarnes des chaînes publiques françaises, France 2, France 3, etc., j'avais expliqué à Mme Salamé et à M. Pujadas pourquoi je faisais de la politique, en fait. Une des raisons fondamentales, c'est parce que d'abord, je pense qu'il faut se mobiliser pour la France, pour le pays qui est en train d'être détruit, je vais revenir dans un instant, mais aussi parce que j'ai à l'esprit et en souvenir des gens que j'ai aimés étant petit, qui sont morts hélas depuis des décennies. Et en particulier, je pensais à mon grand-père paternel qui m'avait dit « Tu as de la chance, tu auras une meilleure vie que nous ». Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de parents, de grands-parents qui peuvent dire à leurs enfants, à leurs petits-enfants « Tu as de la chance, tu auras une meilleure vie que nous ». Non.
En fait, on est en train, en matière de droit du travail, en matière d'acquis sociaux, en matière de patrimoine public, on est en train de détruire et de brader tout ce pourquoi les générations, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, s'étaient mobilisés depuis tout au long du 19e et du 20e siècle surtout. Et bien moi je dis non, on n'a pas le droit de brader ça, il faut au contraire préserver ça pour nous. Je suis à un âge, j'ai 61 ans, je suis à un âge, je pense à mes enfants, je n'ai pas encore de petits-enfants, mais j'en aurai j'espère, mais des petits-enfants, etc., qui, on est redevable de ce patrimoine que nous ont légué toutes les générations qu'ont fait notre pays. Donc nous reviendrons sur cette espèce de précarisation généralisée de la vie, qui sont la suppression en fait des CDI. En fait, on est en train de rendre toute la population des pays occidentaux anxieux constamment, en permanence, en ne sachant pas s'ils seront toujours employés demain ou après-demain. On est en train de transformer les peuples occidentaux en général, le français en particulier, en esclaves, en les mettant en concurrence avec des Bangladeshis, en organisant, avec le pacte de Marrakech, des migrations forcées pour peser sur les salaires, c'est la politique du patronat allemand, pour peser sur les salaires des nationaux, et puis maintenant en supprimant les CDI, pour ne plus avoir que des petits boulots, des petits contrats, ce qui d'ailleurs au passage, les banques ne prêteront plus à des gens qui n'ont pas de sûreté de l'emploi. Ça veut dire aussi au passage que la possibilité de se constituer un patrimoine, c'est toute la gloire des 30 Glorieuses, c'est que des gens ont pu se constituer un patrimoine au cours des 30 Glorieuses parce qu'ils avaient un DCDI, ils pouvaient s'endetter auprès des banques. En plus de ça, les prêts des banques, souvent, les taux d'inflation après ont dépassé dans les années 70 les taux d'intérêt des années 60. Quelqu'un qui s'était endetté sur 20 ans, finalement, ça a pu se constituer, beaucoup de Français ont pu se constituer un petit patrimoine. Il y a actuellement en France, de mémoire, je crois qu'il y a plus de 55% des Français qui possèdent leur résidence principale. C'est beaucoup. L'Allemagne, qu'on nous montre toujours en exemple, je crois qu'il n'y a que 15% des Allemands qui possèdent leur résidence principale. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour assurer la sûreté, notamment au moment de la retraite. Nous favoriserons l'accession à la propriété pour que les gens puissent se constituer un patrimoine, et nous favoriserons également le retour à des contrats à durée indéterminée. Bien entendu, nous mettrons fin aux délocalisations. Et moi, je ne fais pas un truc du style, on va créer un comité pour la redynamisation de l'industrie française, etc., avec un haut fonctionnaire qui sera payé 15 000 € par mois pour ne rien faire. Nous, on sera sortis des traités européens et on rétablira le contrôle des mouvements de capitaux. Et donc, ipso facto, nous lutterons également contre la fraude fiscale. Et sur les 100 milliards d'euros de fraude fiscale, enfin d'évasion fiscale, c'est autorisé, on en récupérera, j'espère, au bas mot, 40 milliards d'euros. On pourra peut-être commencer à équilibrer les budgets qu'on ne parvient pas à équilibrer. Nous, du même mouvement d'ailleurs, nous rétablirons également un certain nombre de budgets de l'État qui sont devenus des budgets, budget du ministère de la Défense, budget des hôpitaux, c'est un scandale public. La justice, n'en parlons pas. C'est-à-dire que tout est en train d'être démoli. Ce que nous ferons aussi, c'est que nous rétablirons une agriculture qui ne soit pas assujettie à une agriculture hyper-productiviste. Puisqu'actuellement, les traités européens imposent une agriculture hyper-productiviste, avec la concurrence frontale avec les grands pays du monde. Le CETA, c'est ça. Le TAFTA, ça n'a pas été signé, mais le CETA, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous rétablirons, comme le font les Suisses, qui ne sont pas dans l'Union européenne, je vous le signale, qui se portent très très bien, merci pour eux. Les Suisses, ils font quoi? Ils ont une production de cerises et de fraises qui dure peu de temps. Au moment où il y a une production de ces fruits en Suisse, ils mettent des taux, des droits de douane très importants sur les importations de cerises et de fraises des autres pays. Donc les Suisses, ils achètent des fraises et des Suisses. Les Suisses achètent des cerises et des fraises suisses. Les Suisses achètent des cerises et des fraises suisses. Donc ils répétaient là 10 fois. Et puis quand est passée la saison des cerises et des fraises en Suisse, ils rebaissent les droits de douane. Donc les Suisses peuvent à ce moment-là acheter les productions qui sont sur plus longue période, par exemple en France, parce qu'on a un climat plus doux, ou en Italie, ou en Espagne,
Et là, mais donc ça veut dire que c'est intelligemment fait. Ils préservent leurs agriculteurs en tout que de besoin. Voilà un truc intelligent. Nous, ce que nous voulons, vous savez très bien qu'il y a une très grande demande des Français vers un retour à l'authenticité. Le retour à l'agriculture raisonnée, mieux encore l'agriculture bio, toutes ces formes d'agriculture plus authentiques, respectueuses des terroirs, à le vent en poupe. Les Français veulent ça, ils en ont de plus en plus marre de la malbouffe. Nous favoriserons ça, mais ça veut dire au passage qu'il faut, de ce point de vue-là, arrêter de mettre les agriculteurs sous une pression d'enfer. Vous savez que le nombre d'exploitations agricoles en France, il y avait 4 millions d'agriculteurs en 1962, on est tombé à moins de 300 000. On est vers l'extinction des agriculteurs, de l'extinction malheureusement parfois physique. Vous savez qu'un jour sur deux, il y a un agriculteur qui se suicide, et c'est pas uniquement pour des peines de cœur. C'est parce qu'il se retrouve un héritier d'une exploitation agricole qu'il a tenue des parents, des grands-parents, sur parfois 2-3 siècles, et puis il est obligé de mettre la main sous la clé sous la porte parce qu'il n'y arrive plus. Parce que les produits sont achetés trop bas. Parce qu'il est en concurrence frontale avec des gigantesques exploitations. Le résultat de cette agriculture hyper productiviste imposée par les traités européens, c'est quoi? C'est la diminution du nombre d'exploitations agricoles. L'augmentation de la taille des exploitations agricoles, c'est ce qui va de pair. La suppression des haies, des futaies. Qui dit suppression des haies, des futaies, ça s'accompagne également de l'utilisation massive de pesticides et d'engrais pour avoir des trucs le plus performants possible pour être au niveau des superproductions agricoles de la plaine du Middle West américain ou canadien. Suppression des haies et des futaies. Comment dirais-je, engrais, utilisation massive d'engrais, utilisation massive de pesticides, ont une conséquence que vous avez peut-être vue, l'effondrement du nombre d'insectes. Vous avez vu cette étude effarante qui est sortie en Australie, récapitulant 76 études scientifiques. La biomasse d'insectes en Europe occidentale a diminué de 75% en 30 ans. Et au rythme où ça va, dans un siècle, il n'y aura plus d'insectes. Sauf quelques insectes nuisibles. Or, le problème des insectes, il y a des abeilles, mais il n'y a pas que les abeilles. Les insectes participent à la fertilisation d'un certain nombre de fruits et de légumes. Où sont passés les champs pleins de papillons et d'insectes de notre enfance? Je m'adresse ici aux personnes qui ont plus de 50 ans. Donc, en plus de ça, ça a des impacts environnementaux, écologiques énormes. On voit bien d'ailleurs que c'est un chemin sans issue, alors que l'Occident est lancé avec cette conception du monde qui est la loi du toujours plus de fric, toujours plus de consommation. Je le signalais, l'article 38, par exemple, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que le marché intérieur a la vocation, c'est d'augmenter la consommation. C'est pas un but en soi d'augmenter la consommation. Dans tous les domaines, la planète crie famine. On ne peut pas avoir 8 milliards d'êtres humains bientôt qui vivent avec au rythme de changer des téléphones portables tous les 2 ans parce qu'il y a de l'obsolescence programmée, ou qui en sont à leur énième, je ne sais pas quoi, à leur surconsommation. Donc, nous ferons prévaloir un retour vers une agriculture plus traditionnelle et plus authentique. Je permets au passage de rappeler que nous verserons toujours les subventions aux agriculteurs, puisque ces subventions dites européennes sont surfinancées par la France, puisque nous donnons chaque année 10 milliards d'euros de plus à l'Union européenne qu'on en reçoit. Donc cet argent qui arrive avec le drapeau de la Sainte Vierge de l'Apocalypse, chapitre 13 de l'Apocalypse de Jean, avec le drapeau bleu aux étoiles d'or, nous l'enlèverons et puis on ne passera pas par Bruxelles, on dira directement donner de l'argent aux agriculteurs. Nous aurons, comme l'Angleterre, on rétablira également sur les marchés publics la nécessité d'une part française. Ça, jumelé avec la sortie de l'euro et avec un franc qui se sera déprécié de 10 à 15%, fera que nous rétablirons rapidement notre commerce extérieur et que vous verrez le nombre de chômeurs qui diminuera d'au moins 1 million à 1 500 000. Nous commençons à assister à un début de réindustrialisation de la France.
Et ne croyez pas que la France va être isolée, va être punie, et si et ça c'est ce qu'on raconte aux enfants des écoles. Hein, c'est comme Macron qui a dit l'autre jour devant des maires en Normandie, Macron a dit « Vous vous rendez compte, le Brexit, 70% des produits vendus dans les supermarchés britanniques viennent du continent. » Alors, les maires disent « Ah !» Moi j'aurais été là, j'aurais dit « Mais alors ?» Alors d'abord, premièrement, c'est faux. C'est encore une fake news de M. Macron. En fait, c'est pas 70%, vérification faite, c'est 30% des produits qui sont vendus dans les supermarchés au Royaume-Uni viennent du continent. Bon. Mais conservons le principe. Soit 30%, et alors? Et alors? Vous voyez, dans ces trois petits points de suspension de Macron, il y a toute la rouerie politique. Il y a un de nos compatriotes dans le Bordelais qui a été interviewé par France 3 il y a quelques semaines, avec France 3 qui a dit « Est-ce que vous avez peur du Brexit ?» Un viticulteur du Bordelais, non encore racheté par des Chinois, et qui a répondu « Oh, vous savez, ça fait 800 ans qu'on vend du vin aux Anglais, on voit pas très bien pourquoi on arrêterait d'en vendre. » Voilà, il y a la réponse. Parce que le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne le 29. J'ai vu d'ailleurs dans sa tribune que M. Macron, la tribune, je suis le seul à avoir porté intérêt à cette tribune, parce que je passais à la télé. M. Macron a dit qu'on a menti aux Britanniques, le Brexit, personne ne leur a parlé de la perte de l'accès au marché de l'Union européenne. Ah bon? Et pourquoi le Royaume-Uni sortant de l'Union européenne ne pourrait-il plus vendre de produits à l'Union européenne? D'où est-ce qu'il a sorti ça? On n'achète pas des produits chinois, nous? Ah non, c'est vrai, la Chine appartient à l'Union européenne. Ah ben non, merde. Mais il se fout de la gueule de qui? Sur 195 pays du monde, figurez-vous, il y en a 163 qui ne sont pas dans l'Union européenne, on leur achète des produits. Donc la France, le Royaume-Uni sortant avec le Brexit le 29 mars, le 30 mars, les supermarchés vont faire des réassorts, ils vont passer commande de cognac, de Bordeaux, de Roquefort, de je ne sais pas quoi. Vous croyez que le producteur de Roquefort dit « Ah non. Non, maintenant vous êtes sorti de l'Union européenne, je ne veux plus vous livrer ». Vous croyez que le producteur de cognac va faire pareil? Non, il faut vendre. Les Britanniques vont acheter, tout le monde sera content. Ceux qui vont avoir un problème, vous savez qui c'est? C'est nous. Parce que le jour où le Royaume-Uni va sortir du Brexit, va sortir de l'Union européenne le 29 mars, nous on fait un grand raout d'ailleurs, il n'y a plus beaucoup de place libre si vous voulez venir à Londres. On a déjà 3 anciens ministres qui viennent à notre truc. On a réservé un truc de 700 places entre Buckingham Palace et Westminster, s'il vous plaît. On va voir la BBC, le seul parti politique français, bien entendu, à soutenir le Brexit. C'est le 29 mars, enfin, allez voir sur notre site internet, je réponds aux questions parce que... Le 29 mars, donc, à 23h, le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, le Brexit. Qu'est-ce qui se passe juridiquement? Ce qui se passe juridiquement, c'est que c'est la France qui doit agir, puisque le Royaume-Uni n'est pas dans l'Union européenne, nous devons imposer le tarif extérieur commun. Et donc, nous devons, c'est ce qui est en cours en ce moment, on crée des cahutes de douaniers à Boulogne, à Calais, etc. Et on est en train d'embaucher des douaniers pour faire imposer les taux des droits de douane aux produits britanniques, le tarif extérieur commun de l'Union européenne. Allez voir sur Bercy, il y a un site où ils expliquent d'ailleurs la marche à suivre, ce qu'il va falloir faire en cas de Brexit sans accord. On a des adhérents partout, y compris donc, dans les douanes françaises, ou au ministère de l'Agriculture, où ils sont actuellement briefés en interne dans les ministères. Voilà ce qu'il va falloir faire. C'est d'ailleurs pas sorcier du tout, parce que ce qu'on dit aux professionnels sur place, ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit dans les médias. On sait que le 30 avril, probablement, le Royaume-Uni n'aura pas disparu de l'espace-temps. Le lendemain du Brexit, le soleil va se lever, et il y aura toujours la reine d'Angleterre sera là. Oui. C'est le principe de réalité qui va s'appliquer. Et donc, il faut à ce moment-là qu'on impose un droit de douane de l'ordre de 3%. C'est-à-dire qu'on va payer, c'est nous qui allons payer un peu plus cher le whisky qu'on achète aux Britanniques. Voilà. Et on ne va pas interdire l'achat de whisky. Vous imaginez Juncker qui interdirait ce que j'avais dit. Donc ça, c'est la première chose. C'est nous qui allons devoir avoir des douaniers en plus, mettre des droits de douane. Les Britanniques, de leur côté, ils feront ce qu'ils voudront.
Ils pourront très bien rester comme ça, et puis ils pourront très bien se dire dans les semaines, les mois qui viennent, de dire, ben, nous aussi on va mettre des taux d'intérêt, des droits de douane, pardon, sur les produits venant du continent. Mais ça, c'est eux, ils seront libres de faire ce qu'ils veulent. Alors, deuxième chose, le Brexit. À partir du moment s'il n'y a pas d'accord, les Britanniques ont dit, ben écoutez, les 44 milliards d'euros que vous nous avez réclamés, vous pourrez vous les mettre où l'on pense. Parce que l'Union européenne a demandé 44 milliards d'euros aux Britanniques pour la sortie. Paraît-il que c'était ce que devait verser le Royaume-Uni dans sa participation à l'Union européenne. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ce n'est pas une amende comme ça. Il s'agit des engagements qui avaient été pris par le gouvernement David Cameron sur pluriannuel. J'aimerais d'ailleurs, parce que je n'arrive toujours pas à comprendre comment a été calculé ce chiffre. Parce qu'on nous avait expliqué que la participation britannique chaque année était de l'ordre de 6 milliards d'euros. Comment on en arrive à 44 milliards d'euros? Si ça se trouve, moi ce que je crois la vérité, c'est que c'est beaucoup plus. De même que lorsqu'on dit en France que la France verse 9 à 10 milliards d'euros de plus chaque année à l'Union européenne, je pense que c'est beaucoup plus. Beaucoup plus. En attendant, s'il n'y a pas d'accord, il va manquer 44 milliards d'euros dans les caisses. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le Royaume-Uni sortant de l'Union européenne, les autres pays restants se sont partagés les dépouilles des députés. Les dépouilles des députés, c'est-à-dire les députés britanniques, on les partage entre les pays membres des pays restants. Donc c'est comme ça que nous, on passe de 73 à 79 députés. Bon. Mais on va se partager aussi les budgets. Et la France payait 17%, elle va monter à 20% du budget de l'UE. Et s'il manque 44 milliards d'euros, la Commission européenne va dire, mesdames et messieurs, restants, vous savez, c'est comme les 10 petits nègres, vous avez lu le livre de Agatha Christie, ce sont les gens restants. Et bien, maintenant, vous faites alors 20% de 44 milliards d'euros, ça veut dire 8,8 milliards d'euros. On va se tourner vers, s'il n'y a pas d'accord, on va se tourner vers la France, il faut payer 8,8 milliards d'euros. Alors on nous présente l'apocalypse au Royaume-Uni, mais les Britanniques, ils se déchargent d'une amende, c'est pas une amende, c'était ce qu'ils devaient payer de 44 milliards d'euros, hein, c'est presque un peu moins que ce que rapporte l'impôt sur le revenu en France, et nous, on va payer 8,8 milliards. Et l'apocalypse, il paraît que c'est les Britanniques. Troisième chose, la livre sterling, ils l'ont laissé se déprécier de 10% depuis 2 ans, très finement. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'ils ont rétabli leur commerce extérieur. La France était, avec le Royaume-Uni, le Royaume-Uni était l'un des rares pays de l'Union européenne avec lequel la France dégageait un excédent commercial. 13,7 milliards d'euros en 2016. On est tombé l'année dernière à 4 milliards d'euros. On est passé de 13,7 à 4 milliards d'euros parce que les produits britanniques sont plus compétitifs avec une livre qui a perdu 10%. Notre commerce extérieur est en train de s'étioler. Cinquième effet. S'il n'y a pas d'accord, les Britanniques disent les zones 5, 6, 7, je ne sais plus comment, de l'Atlantique Nord, de la zone économique exclusive, eh bien les pêcheurs européens dégagent. S'il n'y a pas d'accord. Qui est-ce qui fait frapper de plein fouet? Les Français. À Boulogne-sur-Mer, on ne rigole pas. Les gens estiment qu'on risque de perdre 1000 à 5000 emplois de pêcheurs, parce que c'est là qu'on allait pêcher, dans le nord de l'Atlantique Nord, dans les zones économiques exclusives du Royaume-Uni. Qui va perdre? Qui va gagner? Les Britanniques gagnent, mais nous on perd. Comme la livre sterling a perdu 10%, il y a plein d'investissements étrangers qui viennent au Royaume-Uni. On a monté en épingle le fait qu'on a fermé une usine. Oui, sauf que Ford ferme une usine à Blanquefort en France. Ça n'a rien à voir avec le Brexit, ça a tout à voir avec la mauvaise tenue du marché des automobiles en Europe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Google a ouvert son siège au Royaume-Uni, son siège Europe. Que Boeing vient d'ouvrir une usine en Europe, au Royaume-Uni. Que les investisseurs internationaux vont au Royaume-Uni parce que c'est 10% moins cher. Et puis parce que les gens, ils ont examiné la situation et ils se sont dit, mais c'est pas du tout la catastrophe. Est-ce que la Suisse est une catastrophe? Est-ce que la Suisse est coupée du monde? Ben, pas du tout. On vend et on achète des produits suisses. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a des produits Nestlé en France. Non? Ça vient de Suisse. Vevey.
Donc, on va avoir au Royaume-Uni, en fait, comment dirais-je, il y a depuis 2 ans une création d'emplois. Il y a, je vous l'ai dit, je ne sais pas si je vous l'ai dit, le taux de chômage est tombé à 4%. Les directives travailleurs détachés ne s'appliquant pas, il n'y a plus l'afflux de travailleurs de l'Est. En fait, tout va très bien. Tout va tellement bien d'ailleurs que les partisans du deuxième référendum sont tombés un peu mezza voce, parce que au Royaume-Uni, on sait que s'il y avait un deuxième référendum, d'abord ce serait totalement contraire à l'esprit britannique. Les Britanniques déjà n'aiment pas statistiquement les référendums. Il y en a eu très très peu. Moi, les seuls référendums que je connaisse au Royaume-Uni, c'est celui de 72 pour entrer dans le marché commun et celui de 2016 pour en sortir. Voilà. C'est le seul que je connaisse de l'histoire récente depuis le début du XXe siècle au Royaume-Uni. C'est un peuple qui ne fait pas les référendums. Alors, a fortiori, un deuxième référendum pour dire que vous avez mal voté, il faut recommencer, déjà, ça ne passerait pas. Madame Theresa May a toujours dit non, mais surtout, ce qui se dit beaucoup, mezza voce, c'est que s'il y avait un deuxième référendum, il est possible et même probable que, contrairement à ce qu'on dit dans la presse, le oui au Brexit l'emporte à 55% cette fois-ci, c'est-à-dire plus qu'en 2016. Vous imaginez la claque. En fait, le problème du Brexit, c'est le problème des européistes. Ils ont une angoisse absolue de cette affaire, parce qu'ils ont l'angoisse absolue que ça se passe correctement, et que dans un an ou deux, le Royaume-Uni se porte très 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 bien. Alors que nous, on s'en fout. Là, ça tombe bien, ça arrivera juste avant 2022 pour les élections présidentielles. Voilà. Je m'arrête ici. Je m'arrête ici parce que j'ai trop parlé, mais j'espère que vous avez donné le maximum d'informations. Donc maintenant, je vais répondre à vos questions. Je terminerai quand même par une toute petite conclusion. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les élections européennes? Petit 1, votez pour la liste Macron. Là, je ne peux plus rien pour vous. Là, je rends mon tablier. Petit 2, votez pour une liste d'opposition. Je vous ai dit que ça fait 35 ans qu'il y a le Front National, ça fait 40 ans qu'il y a le Parti communiste, ça fait 40 ans qu'il y a le Parti socialiste ou les Républicains. Madame Le Pen a été pendant 14 ans députée, M. Mélenchon 12 ans, etc. En pratique, 3 jours après, plus personne n'en parlera, comme ça s'est toujours passé depuis 40 ans. Qu'est-ce qu'a dit M. Le Pen? Qu'est-ce qu'a dit M. Mélenchon au Parlement européen de si extraordinaire? Rien. Rien. Ça ne servira à rien. La troisième possibilité qui vous est ouverte, c'est de faire de l'abstention. Il y a des gens qui disent non, il faut s'abstenir. Alors là, c'est pire que tout. Parce que si vous vous abstenez, vous confortez Macron. C'est-à-dire qu'au lieu de voter contre lui, vous vous abstenez, donc ça revient à le conforter, à lui donner au prorata de l'abstention des voix. Ne croyez surtout pas, ceux qui vous disent que s'il y a une forte taux d'abstention, ça va les faire réfléchir. Mais non, c'est tout réfléchi. Il y a eu 59% d'abstention en 2009, c'est tout réfléchi. En Estonie, en 2009, il y a eu 89% d'abstention. C'est tout réfléchi, ça ne change rien. Est-ce que vous vous rappelez qu'il y a eu 56% d'abstention au deuxième tour des législatives de 2017 ? C'est pas pour autant qu'on n'a pas des députés en marche. Hein. Est-ce que vous vous rappelez que Macron, au deuxième tour de la présidentielle, a été élu par 44% des électeurs français inscrits? Non. La politique de Macron s'applique aux abstentionnistes. Les traités européens s'appliquent aussi aux abstentionnistes. Donc si vous vous abstenez, ça ne sert qu'à conforter le système que vous voulez combattre. Alors, il vous reste une seule solution. Vous n'allez pas tomber du placard quand je vais vous la dire. C'est de voter pour nous. Parce que si vous votez pour l'UPR, votre vote va compter énormément. Parce que si, actuellement, je pense qu'on était entre les 2 dernières élections législatives partielles auxquelles on a participé à Mayotte et dans l'Essonne, à l'automne dernier, on était entre 1,4 et 1,8%. Depuis lors, le mouvement des Gilets jaunes, l'appui d'Étienne Chouard qui a dit qu'il allait voter pour nous, quelques surprises que je vous réserve,
la montée en puissance de la notoriété de notre mouvement, le fait qu'actuellement nous avons tous les jours entre 30 et 50 adhésions spontanées par jour, le fait que notre chaîne UPR TV a dépassé les 108 000 abonnés, le fait que si vous allez sur Internet, le site upr.fr est désormais de très loin le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Selon Alexa Ranking, qui est une filiale de Google, nous sommes au 900e rang. Sur des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de sites Internet existants rien qu'en France, nous sommes au 900e rang. Avant nous, il y a effectivement Google, Yahoo, Amazon, peut-être quelques sites pornographiques, c'est possible. Mais en termes politiques, nous sommes le 900e, le premier, le deuxième. C'est France Insoumise qui est au 4700e rang. Le troisième, c'est Rassemblement National qui est au 7700e rang. Le quatrième, c'est En Marche qui est au 9800e rang. Quant aux Républicains, au Parti Socialiste, ils sont en dessous du 50 000e rang. Les vidéos que je fais désormais dépassent très régulièrement les 100 000 vues. C'est normal, d'ailleurs, on a 108 000 abonnés. C'est vrai, parce qu'il y en a qui pipotent sur les chiffres. Mais on est de très loin aussi le site qui a le plus d'abonnés parmi les partis politiques. J'ai fait une vidéo, un entretien avec Étienne Chouard, au bout de 3 semaines, 1 mois, on en est à quelque chose comme 320 000 vues. J'ai fait une petite vidéo de 15 minutes sur le pacte de Marrakech, on en est à 510 000 vues au bout d'1 mois et demi. Je rappelle que le journal de référence Le Monde tire à 280 000 exemplaires. C'est-à-dire que de plus en plus, on pèse. En d'autres termes, je pense qu'actuellement, nous ne sommes plus à entre un 4 et un 8. Je pense qu'on est en fait au-dessus. Ne vous fiez pas au sondage. Vous savez on va d'ailleurs publier ce jour-ci, demain ou après-demain, on a des adhérents qui reçoivent des appels d'instituts de sondage qui leur disent « Première question, pour qui avez-vous voté en 2017 ?» Ils répondent Asselineau. Alors effectivement, Asselineau, c'est un néo. Donc, deuxième question, pour qui vous apprêtez-vous à voter en 2019 aux européennes? Et ils répondent la liste Asselineau. Ah, mais j'ai pas. Comment ça vous avez pas? Ah, mais non, j'ai pas. Alors attendez, ce que j'ai une liste extrême gauche, la liste France Insoumise, une liste Gilets jaunes, la liste de M. Bellamy, la liste de M. Jordan Bardella, pardon, du Front National, ma liste. Mais non, l'UPR, je ne veux pas. Mais attendez, l'UPR a été annoncé. Ah ben non, il faudrait que vous nous donniez un autre parti dont vous vous sentez proche. Honnêtement, c'est ce qui se passe. Alors on a eu un adhérent qui a eu la présence d'esprit, il avait sur son site, sur son téléphone, un dispositif d'enregistrement. Donc quand l'Ipsos, je crois, quand l'Ipsos a téléphoné, il a dit attendez, et on a un enregistrement qu'on va balancer. C'est dingue. On en est là en France en 2019. Alors après on nous sort des sondages. Oh ben non, non. C'est actuellement une lutte au couteau dans la communication. Donc ne vous laissez pas impressionner. Si on dépasse 3%, on récupère 1 200 000 € qui ont été versés par nos adhérents pour préparer les municipales. Si on dépasse 5%, et je pense que c'est faisable, c'est possible, pour ces élections, parce que le sujet c'est l'Europe, parce que je vois la notoriété de notre mouvement est en croissance verticale. À Paris, je suis sans cesse abordé dans la rue, et pas seulement au Bois de Boulogne. Je savais que vous alliez rire. Non, mais je suis marié, je ne vais pas au Bois de Boulogne. Honnêtement, je pense qu'actuellement, nous sommes en phase très fortement croissante. On va avoir sans doute quelques autres soutiens dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent. Si on dépasse 5%, on a 3 députés. Si on dépasse 6,5%, on a 4 députés. Si on dépasse 7,8%, on a 5 députés. C'est-à-dire que votre vote, il est immédiatement, comment dirais-je, il a une conséquence immédiate. Et si on a des députés, eh bien je vous le dis comme je le pense, ça va déménager. Merci de votre attention.
peu long. Mais je suis là pour répondre à vos questions. Avant qu'il y ait un petit verre de l'amitié, je m'aperçois que j'ai oublié de vous parler des questions d'unité nationale. C'est dommage, je ne peux pas parler de tout. Je voudrais dire d'abord merci à toutes et à tous pour la qualité de l'écoute. Vous savez, quand vous parlez en public, vous savez mesurer la qualité de l'écoute que vous recevez, donc il y a une très grande qualité d'écoute. Merci beaucoup. Les sujets sont extrêmement graves. J'essaie de temps en temps de faire un peu rire ou sourire, mais notre pays est vraiment en train d'être détruit. Je m'en veux un peu de ne pas avoir parlé des questions d'unité nationale, parce que ce qui se passe avec, par exemple, la collectivité européenne d'Alsace est extraordinairement inquiétant. Bon. Donc je suis là à répondre à vos questions. Ceux d'entre vous qui voudraient partir, je vous signale, un, il y a le petit verre de l'amitié. Deux, vous avez une petite boutique qui est là-bas avec l'or. L'or, faites un signe. Voilà. Vous pouvez, si vous n'êtes pas adhérent à l'UPR, vous pouvez adhérer. Et si vous adhérez aujourd'hui, je vous fais un petit cadeau. C'est notre opération Madonna. C'est-à-dire que j'ai une carte avec ma photo et je vous fais une dédicace datée, personnalisée, que vous pourrez, que vos héritiers pourront revendre chez Christie's New York en 2080 avec une forte plus-value. Donc je le fais. Comment ? Ah non, ça c'était tant pis pour eux. Mais ils peuvent toujours faire un don. Et s'ils font un don, voilà, ils auront droit à une signature s'ils font un joli don. Et donc, vous pouvez... Ah bah s'il y a quelqu'un qui a fait un don hier, Bon, bah, on verra. Bien me voir. Et puis vous pouvez aussi acheter des produits de la boutique dans le cadre de notre opération, puisque donc, comme ici, vous n'avez pas de frais de port ici, donc vous pouvez acheter notamment des bouteilles de champagne qui est très bien, des savons d'Alep venus de Syrie, etc., qui est fait spécialement pour l'UPR, si vous avez une hygiène un petit peu défectueuse. Donc vous pouvez acheter tout ça. C'est notre opération Balance ton port, dont vous pourrez bénéficier. Sans rire, ça contribue à financer. Bon, ici, comme l'a dit Muriel tout à l'heure, que je remercie, ainsi que toutes les équipes qui ont organisé ça, on a une très belle salle qui nous est prêtée gratuitement, donc merci à la mairie d'Orange, mais ça n'est pas vrai partout, il y a d'autres endroits où il faut qu'on paye, et puis on a des frais. Le dernier point avant que je vous passe la parole, c'est que j'insiste pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, nous avons donc le 29 et le 30 mars, donc dans moins de 3 semaines maintenant, nous avons notre grande opération à Londres, qui s'appelle La France libre de nouveau à Londres. Et nous avons donc le vendredi 29 des visites. En fait, on n'a pas obtenu de taille de groupe, donc ça sera des visites libres, notamment ceux qui le souhaitent avec moi. Nous irons visiter le bunker de Churchill, la War Room de Churchill pendant les années de guerre. Ensuite, à partir, et puis vous pourrez le visiter si vous ne connaissez pas Londres. Il y a une pléthore de musées, notamment des musées gratuits merveilleux comme le British Museum, la National Gallery, le Victoria et Albert Museum, ou bien encore la Tate Gallery. À partir de 18h30, nous avons notre grande soirée Brexit, où il y aura à la fois des Français, j'ouvrirai la séance. C'est dans un bâtiment historique qui a été construit en 1885 puis en 1930, qui appartient à l'Église d'Angleterre, qui loue ces bâtiments historiques pour des cérémonies, qui ont accepté de nous le louer. Ça se situe à 200 mètres de Westminster, de la Chambre des communes, et non loin de Buckingham Palace. Et on a réservé une grande salle qui peut réunir 700 personnes, plus d'autres salles annexes. Nous aurons des contributions de Français, donc moi je prendrai la parole, mais il y aura aussi Vincent Ponceau qui nous parlera du Brexit et le rôle de la City avant et après le Brexit. Charles-Henri Gallois qui nous parlera des conséquences économiques du Brexit. Édouard Husson, professeur d'économie, professeur spécialiste de l'Allemagne, qui nous parlera de l'Allemagne du Brexit vu d'Allemagne. Nous aurons d'autres personnalités également françaises dont je vais publier les noms prochainement. Et puis nous avons également déjà 3 anciens ministres britanniques qui vont venir pour participer dans cette grande fiesta où nous aurons des drapeaux britanniques et des drapeaux bleu, blanc, rouge frappés de la Croix de Lorraine, ainsi que d'autres frappés de rameaux d'olivier. C'est notre symbole. Et puis, normalement, il doit y avoir des médias, la BBC, il y aura des médias français, d'ores et déjà, qui vont venir. Nous serons évidemment le seul parti politique français à faire, mais peut-être même le seul parti politique étranger
à le faire. Et les Britanniques, quand même, sont assez sensibles à ça. On a sollicité Nigel Farage, qui semblait hésiter parce qu'il s'était juré promis que le jour du Brexit, il serait à Bruxelles en train d'assister au fait qu'on descend le drapeau britannique. Mais comme ça va se passer en pleine nuit, peut-être, j'espère, qu'il sera avec nous, ou en tout cas peut-être en duplex. En attendant, donc, on aura ça, et puis à 22h59, il y aura un countdown sur un écran géant, et à 23h pile, eh bien, on verra le drapeau européen sur notre écran géant, pulvérisé, remplacé par l'Union Jack, et puis on chantera tous ensemble le God Save the Queen, et ensuite la Marseillaise, avant d'ouvrir le champagne. Voilà, c'est un événement historique. Le lendemain, alors malheureusement, maintenant tout est complet, et là on essaie d'avoir d'autres possibilités. Le lendemain, on aura, pour ceux qui se sont déjà inscrits, une visite qui s'appelle La France libre à Londres en 40, avec une visite limitée par groupe de 25 personnes et des guides d'histoire francophones, bien sûr. De même que la cérémonie du 29 mars, on aura un système de traduction simultanée parce que tous les Français ne sont pas anglophones et tous les Anglais ne sont pas francophones. Et nous aurons donc les visites de tous les lieux de mémoire où De Gaulle a été, la France libre en 40. On verra l'endroit où il a écrit l'appel du 18 juin, les bureaux qu'il avait à Carlton Gardens que lui avait placé Churchill, l'endroit où il y avait des services secrets français également à Londres, etc. Bon, ça sera pour le samedi. Et le samedi soir, nous aurons une deuxième cérémonie, cette fois-ci qui sera franco-française, UP-Euro-Upérienne, c'est-à-dire que nous fêterons ensemble le 12e anniversaire de l'UPR, avec quelques jours de retard, parce que c'était le 25 mars. Et là, on a réservé un grand pub avec 500 places, qui là aussi, on est quasiment bientôt bouclé. 500 places où on aura, on sera entre les Français vivant à Londres, les Français ayant fait le voyage depuis la France. Il y a des Français aussi, des adhérents de l'UPR qui viennent de tous les coins du monde. On a déjà des adhérents qui se sont inscrits, qui viennent des États-Unis, du Canada, d'Italie, de Belgique, de Suisse, d'Espagne, d'Islande, de Chine, qui se sont déjà inscrits à notre truc. Et donc ça sera une grande fête le samedi soir, et puis après ça, le dimanche, tout le monde pourra faire ce qui lui plaît. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous voulez des précisions, vous allez sur notre site upr.fr, et si vous voulez vraiment venir, alors précipitez-vous, parce qu'on est désormais un peu dans les... Il n'y a plus que quelques dizaines de places disponibles. Voilà. Y a-t-il des questions? Madame. Avec son contact, même si on n'en veut pas, on nous l'impose. Et moi, il y a le liquide, le cash qui est en train de disparaître, et on veut, d'ici 2022, qu'il n'y ait plus de cash. Alors comment on pourra donner un petit billet à notre petit-fils ou à notre petite-fille, ou si on a envie d'acheter quelque chose, tout sera contrôlé. Et si on n'est pas d'accord avec eux, ils nous effaceront sur nos comptes d'un clic. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je vois ce que vous voulez dire. Ça me fait très très peur parce que moi... Mais vous avez raison, mais le problème, alors là, malheureusement, je ne peux que m'apitoyer avec vous, parce que là, d'abord, je ne suis pas au gouvernement, hélas, donc je n'ai pas de moyens, et deuxièmement, il y a effectivement un problème très 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 grave qui est en train de se poser au monde entier, c'est l'arrivée d'une société de contrôle généralisé, comme même George Orwell n'aurait pas imaginé. On peut maintenant tracer, d'ores et déjà, on peut tracer tout le point de vue des... Excusez-moi, je me suis assis parce que après 2 heures debout, j'estime que j'ai le droit d'être assis tout comme vous. Mais je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Et nous, moi j'ai dit, vous savez, au moment, en 2011, j'avais dit que la France devait prendre une initiative pour empêcher le puçage des êtres humains, la puce RFID. Et qu'on nous explique que c'est super génial parce que vous n'avez plus besoin, quand vous entrez dans votre entreprise, de montrer votre carte d'appartenance d'entreprise. Quand vous passez des portiques dans des aéroports, vous n'avez plus besoin de ci, plus besoin de ça. Et puis, et si vous avez la maladie d'Alzheimer, voilà, si vous partez avec un tabouret au milieu des bois, on ne va pas vous retrouver. C'est ça qu'on dit. C'est sans doute vrai. Mais on voit aussi les inconvénients inimaginables qu'il y a, jumelés avec la reconnaissance faciale qui est en train de s'imposer. Vous avez vu à Nice. Donc, et moi je pense que la France, patrie des droits, enfin théoriquement patrie des droits de l'homme, mais vous avez vu qu'elle vient d'être épinglée, ce qui est une honte. On a été quasiment classé entre le Zimbabwe et l'Haïti par la haut représentante des droits de l'homme de l'ONU à Genève.
la France devrait prendre des initiatives en la matière. Et moi, quand j'avais dit qu'on devrait prendre, que la France devrait prendre l'initiative d'interdiction planétaire des puces RFID, j'ai été regardé comme complotiste par le journal Libération, je crois. Voilà. Puis maintenant, on s'aperçoit, c'était en 2011, on s'aperçoit maintenant qu'en Suède, en Australie, aux États-Unis, en Belgique, ça se développe en ce moment. Ce sont des initiatives privées, mais ça se développe beaucoup. Et donc, je crois, il est minuit-2 pour réagir sur ces sujets. Alors, vous avez raison, moi je trouve que avoir disposé de liquide, c'est disposer d'une liberté. Mais vous savez, quelqu'un comme, comment il s'appelle, celui qui s'est réfugié en Russie, là. Snowden. Edward Snowden avait dit lui-même qu'on allait vers une société où il n'y aurait plus de vie privée. C'est pas que ça, monsieur Atelier Dodin, qui dit si on n'est pas d'accord avec eux, on ne fait pas comme eux. Ils nous supprimeront et ils mettront un zéro à la fin. Absolument. Je suis Ça fait très peur. Et voilà, il y en a droit aussi d'avoir un peu de vie privée et de pouvoir acheter ce qu'on a envie et sans que la place à libre, quoi. Voilà. Madame m'expliquait qu'elle voulait avoir la possibilité d'acheter des lignes de coke comme d'habitude, sans que tout le monde ne soit au courant. Voilà. D'ailleurs, comment seront les voyous? Oui. Mais ça fait partie des arguments qui sont mis en avant. Sur le thème, maintenant on pourra avoir une parfaite traçabilité. Parce que c'est comme tout, il y a toujours des avantages à tout. Et il y a toujours des inconvénients. Le problème, c'est la bascule, c'est l'équilibre entre les avantages et les inconvénients. Moi, je suis d'accord avec vous que ça n'est pas normal qu'il y ait la suppression de tout liquide, c'est-à-dire de toute possibilité de régler une dette ou de payer quelqu'un sans passer par une surveillance généralisée. Ça, je suis d'accord avec vous que c'est un vrai problème de liberté publique. Et bien, ce que je pense qu'il se passera, c'est qu'on en reviendra au troc, en fait. Il y aura les gens reviendront au troc. Avec la force, ils sont très la philosophie homéopathique. Regardez les Suédois, ils sont en train de les pousser, ils n'ont plus de cash. C'est pas normal ça. Je suis d'accord avec vous. Monsieur. Oui. Je voudrais poser une question que vous n'avez pas posée. Non, moi je ne posais pas des questions, j'apportais des réponses. Ah, des questions qui ne m'avaient pas été posées d'ailleurs. Demandez aux gens qui sont présents quels sont ceux qui ne sont pas adhérents à l'UPR. Ah oui, donc il y en a une petite moitié, est-ce que je vois un petit peu. Alors, à ce propos, moi j'ai fait des conférences, je fais des conférences très régulièrement. J'ai été à Pont-Saint-Esprit, à Villeneuve-le-Lay, près de Montpellier. J'ai été à la Grande Motte, dans l'Hérault. Pont-Saint-Esprit, c'est dans le Gard. J'ai été à Castelnau-le-Lay, hein, c'est ça. À Villeneuve-les-Béziers, près de Béziers. Castelnau-le-Lay, près de Montpellier. J'ai été à Marseille hier soir. J'ai été à Saint-Brieuc, il y a une semaine, à Brest ensuite, et à Surzur, dans la banlieue de Vannes ensuite. J'ai été dans l'Oise, à Creil. J'ai été en Seine-et-Marne, dans la vallée de là où il y a l'usine Arjowiggins. Moi, ce que je constate actuellement, c'est que en général, c'est la question qu'on pose, il y a entre ici, il semble qu'il y a un peu plus d'adhérents que de non-adhérents. Il y a peut-être 40% de non-adhérents. Ça varie entre 40% de non-adhérents et 60% de non-adhérents. Hein. C'est à peu près ça, ce dont je me réjouis, d'une certaine façon, puisque ça prouve qu'on ne parle pas uniquement à des convaincus. Parce que c'est, voilà. La deuxième question qui était sous-jacente à ce que disait monsieur, c'est la question de savoir pourquoi est-ce que les gens n'adhèrent pas. Et là, je vois chacun à sa conscience, parce qu'il y a des gens qui me disent « Ah oui, mais non, vous comprenez je dis ben, « Non, justement, je ne comprends pas. Alors expliquez-moi. » Et donc les gens me disent « Oui, mais je me suis toujours juré de ne pas adhérer à un parti. » Ben oui, très bien, mais alors il y a des gens qui me disent « Oui, mais je ne veux pas être encarté, je ne veux pas perdre ma liberté. » Mais je dis « Mais attendez, c'est justement si vous n'adhérez pas à l'UPR que vous allez perdre votre liberté. C'est justement si vous ne nous rejoignez pas. » Donc je relève l'appel au secours sous-jacent qui vient d'être porté de façon implicite. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Vous avez parfaitement le droit de ne pas être d'accord, de repartir de façon anonyme. Tant pis, vous n'avez pas été convaincu. Et si vous êtes d'accord, je trouve que c'est vraiment important que les gens se mobilisent. Parce que actuellement, on a 34 500 adhérents, dont seulement d'ailleurs 23 000 adhérents à jour de cotisation.
J'ai vu d'ailleurs une adhérente, pas plus tard que ce matin, elle était absolument convaincue, ultra convaincue, elle voulait des selfies, me faire la bise, vous êtes génial. Puis je regarde, elle n'était pas à jour de cotisation. Donc il faut être aussi à jour de cotisation. Mais imaginez que s'il y avait seulement un tiers des gens qui ont voté pour moi à la présidentielle, on aurait 100 000 adhérents, on serait de très très loin le premier parti politique de France. Hein. Donc il y a quand même une responsabilité individuelle. Et ce que j'essaie de faire depuis 12 ans, et quand même je suis assez content quand même du résultat, c'est de secouer l'apathie. D'abord, il faudrait secouer Jean-Michel Apathy, le secouer grave, lui. Il faudrait en fait le virer. Bon. Mais secouer l'apathie de nos concitoyens, parce que les seules batailles qui sont perdues sont celles qu'on n'aime pas. Actuellement, il y a vraiment un phénomène très nouveau qui est en train de se produire depuis l'affaire des Gilets jaunes. Parce que vous savez que moi je n'ai pas mis de gilet jaune, je ne suis pas du style, j'ai horreur de ça, de récupérer, de même que je ne me suis jamais prétendu gaulliste, même si je pense intérieurement que nous sommes le parti qui s'inscrit le plus dans la tradition gaulienne, et au-delà de De Gaulle, dans une tradition millénaire qui est celui de l'indépendance nationale. Nous, c'est le même combat que Clémenceau, que Gambetta, que les soldats de l'an 2, que Jeanne d'Arc, que Philippe le Bel, que Philippe Auguste. C'est cette tradition française-là que nous incarnons. On est face à un mouvement actuel qui est en train, depuis les Gilets jaunes, de se réapproprier la politique. Et sur les ronds-points, les Gilets jaunes, les Gilets jaunes, c'est tout le monde. Il ne faut pas avoir passé un certificat pour être gilet jaune. C'est pas une amicale d'amateurs de cigares. Parmi les gilets jaunes, il y a des gilets jaunes qui sont de droite, il y en a du centre, il y en a de gauche, il y en a d'extrême droite, d'extrême gauche, il y a des ouvriers, il y a des petits patrons, il y a de tout, j'en ai vu de toutes les couleurs. Et en fait, ils ne sont pas forcément d'accord sur plein de choses. C'est d'ailleurs ce qui pose le problème de la constitution d'une liste gilet jaune. C'est qu'ils ne sont pas d'accord sur forcément sur ce qu'ils veulent, mais ils sont d'accord quand même sur un point. C'est qu'ils constatent qu'il n'y a plus de démocratie en France et qu'ils veulent se réapproprier la démocratie. Et quand on constate qu'ils veulent se réapproprier la démocratie, on en vient assez naturellement à l'idée du référendum d'initiative populaire, et donc on en vient assez naturellement aux analyses d'Étienne Chouard. C'est pour ça qu'Étienne Chouard, avec son RIP, qui n'est pas très différent du RIP, pas du RIB, hein, c'est pas un relevé d'identité bancaire, c'est pas un référendum d'initiative bénéfique, c'est un RIP pour nous, ou RIC. Donc ils en viennent assez naturellement à ça. Mais ils vont au-delà. Il y a beaucoup de gilets jaunes qui se sont dit, au fait, mais pourquoi quand on vote à droite, on vote à gauche, on a toujours cette même politique? Et petit à petit, sur les trompe-l'œil, d'ailleurs beaucoup d'adhérents du PR étaient eux-mêmes gilets jaunes, parce que c'est pas, moi j'ai pas revêtu, on n'a donné aucune consigne. Nous on a apporté notre soutien simplement aux manifestations, et puis on a apporté aussi notre savoir, et notre savoir-faire, en particulier, la lancé la procédure de destitution de Macron. On a fait un dossier qu'il faut d'ailleurs que j'enrichisse parce que les turpitudes de Macron ne cessent de s'accroître. Et donc on a fait ça. Donc on a eu malheureusement pour l'instant un seul député qui a donné son accord, quoique, semble-t-il, avant-hier, M. Jean Lassalle a dit qu'il allait à son tour signer cette procédure de destitution. Vous savez que les Gilets jaunes, ça a duré 1 an et demi en 2015-2016 au Brésil pour obtenir la destitution de Madame Dilma Rousseff. Donc là, ça fait que 3 mois. Il a fallu 6 mois de Gilets jaunes en Corée du Sud contre la présidente Park Geun-hye en 2017. Donc nous, on dit opiniâtreté, continuité, mais surtout, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à aller regarder nos analyses. Et à partir du moment où ils ont commencé à regarder sérieusement nos analyses, il n'y a plus de machine arrière. Ils ont compris, parce que ce que nous disons, c'est la vérité. C'est la pure vérité. Les Français commencent à comprendre qu'en fait, tout est décidé par ces 3 structures que sont la Commission européenne à Bruxelles, la Banque centrale européenne à Francfort et l'OTAN qui est dirigée depuis Washington, même si le siège est à Bruxelles. Et donc à partir de ce moment-là, les Gilets jaunes, on commence à bien comprendre la situation, d'où le slogan « Pas de RIC sans Frexit ». Ils ont raison. Parce que si par exemple il y avait un référendum d'initiative populaire pour la suppression de l'impôt sur les solidarités sur la fortune, ça nous est exigé par Bruxelles. Alors on fait quoi? Si par exemple il y a des gilets jaunes qui votent un référendum qui exige l'arrêt des fusions forcées de communes, c'est exigé par Bruxelles. Malheureusement, j'en ai pas parlé. Alors on fait quoi? La première chose à se réapproprier, c'est notre pouvoir de décision collectif.
Et donc ils sont venus assez naturellement à l'UPR. Voilà. C'est pour ça que nous, sans avoir rien demandé, finalement c'est un peu aux innocents les mains pleines. Actuellement on est porté vraiment. Étienne Chouard a dit qu'il voterait pour nous. Je lui ai proposé sur la liste, il a gentiment décliné parce qu'il m'a dit que je lui avais proposé la dernière place, hein, parce que je savais qu'il n'accepterait pas autre chose. La dernière place, c'est un truc pas symbolique, ça il l'a refusé, mais il a dit publiquement, et on va continuer les meetings ensemble, il a dit publiquement qu'il appelait à voter pour notre liste, qu'il voterait pour la liste UPR, parce que c'est la vérité, parce que tant qu'on est là-dedans, ça ne sert à rien de continuer à bavarder. Monsieur. Pour répondre à monsieur, c'est votre question, c'était il n'y a pas beaucoup de temps, ou si c'était pour Convader, pour le plus enthousiaste, c'est pour Convader. C'était pour avoir une image d'assistance. On peut très bien ne pas être tolérant, mais il y a des nouveaux idées. Il y a des millions de personnes qui ont voté pour Macron qui ne sont pas du tout tolérants. J'ai une question. Le Royaume-Uni n'utilise pas l'euro. Donc le Brexit, par rapport au Brexit, il y a quand même cette grosse différence. Et je pense que les grosses problématiques en France, c'est, qui concernent tout le monde, c'est qu'est-ce qui va se passer avec mon argent. Moi, je suis de génération 80, donc j'ai commencé à début à l'euro. J'ai été conditionné à l'euro, à l'Europe. On connaît déjà 15 pays de l'Union européenne. Qu'est-ce qui va se passer, en fait, du jour au lendemain? Parce que ne vivront pas les Anglais. D'accord, alors, vous avez raison. Les Anglais, ils ont un problème que nous n'avons pas, c'est le problème de l'Irlande. Ils ont un autre problème fondamental, c'est que si les Français ont le sentiment que le Brexit se passe mal, c'est un sentiment, il faut voir que si le Brexit se passe mal, il ne se passe mal que dans les médias et que d'un point de vue politicien. Le problème, c'est que les anti-Brexit, qui ont été battus, ils ont eu 48% des voix en 2016, n'acceptent pas le verdict des urnes. Et donc, depuis 2 ans, n'arrêtent pas d'essayer de torpiller le référendum qu'ils ont perdu. C'est ça la vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de déontologie minimale. Normalement, quelqu'un qui a perdu, puis il accepte le verdict des urnes. Et puis, accessoirement, il y a une spécificité au Royaume-Uni, très importante à comprendre, c'est qu'au Royaume-Uni, le Premier ministre n'est pas nommé, il est formellement nommé par la reine, mais il n'est pas nommé, il n'est pas choisi, il est obligatoirement le chef du parti ayant le plus de députés à la Chambre des communes. Il y a une autre tradition, c'est que lorsqu'un Premier ministre perd une élection générale de façon cinglante, il quitte la politique définitivement. Et non pas, nous on a des gens style Giscard, Hollande qui, paraît-il, caresse le projet de revenir, paraît-il que les Français en pincent pour Hollande, vous avez vu ça? Enfin, alors, eux, c'est pas comme ça. Donc, David Cameron, lorsqu'il y a eu le référendum, il a dégagé. Pour ne plus jamais revenir. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il a fallu choisir un nouveau Premier ministre britannique, et que rien n'avait changé, à part le fait que l'ancien Premier ministre venait de démissionner, de quitter la politique. Et donc, le parti dont le plus de députés, c'était le Parti conservateur. Le problème, c'est qu'au sein du Parti conservateur, les anti-Brexit sont majoritaires. Les 52% de Britanniques qui ont voté pour le Brexit venaient d'un petit mouvement d'extrême droite qui s'appelle le British National Party, qui représente 1% des voix, le UKIP de Nigel Farage, tous les électeurs, 99% des électeurs ont voté pour le Brexit, un tiers des électeurs du Parti conservateur, un tiers à 40%, 35% des électeurs travaillistes et des électeurs d'extrême gauche. C'est comme la Constitution européenne en France en 2005, les 55% de Français qui ont voté non, il y avait des gens du Front National, une partie des électeurs de l'UMP, il y avait une partie des électeurs du Parti Socialiste, il y avait une grosse partie des électeurs du Parti Communiste et de l'extrême gauche. C'est la même majorité qui avait fait échec en 1954 à la Communauté européenne de défense, l'alliance entre les gaullistes et les communistes. Normalement, pour que ça marche, le Brexit, il aurait fallu avoir un gouvernement d'union nationale représentant les 52% de Britanniques. Mais comme ça n'est pas les institutions britanniques, il s'est passé quoi? Il s'est passé que tous les regards se sont tournés vers le Parti conservateur pour qu'il choisisse son nouveau chef, donc, ipso facto, son nouveau Premier ministre. Et comme les Brexiteurs, à l'intérieur du parti... Alors, il y a des gens qui ont dit, oui, pourquoi Nigel Farage est parti, c'est scandaleux. Mais il n'était pas député. Il n'était pas à la tête du parti, et en plus de député, il ne pouvait rien faire sur la tradition britannique. Il y a des gens qui disent c'est honteux, il est parti. Mais que voulez-vous qu'il fasse dans les institutions britanniques?
Pareil, on a dit Boris Johnson, c'était un conservateur qui s'y est ça, mais il était minoritaire. Donc les députés conservateurs ont choisi un nouveau Premier ministre. Les 2/3 des députés conservateurs étant anti-Brexit, ils ont choisi un nouveau Premier ministre qui était anti-Brexit, Madame Theresa May. Madame Theresa May était ministre de l'Intérieur du gouvernement Cameron. Elle s'était déclarée contre le Brexit. Sauf qu'elle l'avait fait discrètement, parce qu'elle avait sans doute des sondages de ses services qui disaient que le Brexit pourrait l'emporter, donc elle avait été assez discrète. Et donc ils ont choisi une première ministre britannique, nouvelle, anti-Brexit, mais étant suffisamment diplomate pour essayer de négocier le Brexit. Et du côté de la Commission européenne, c'est Michel Barnier, français, farouchement anti-Brexit, avec les instructions notamment de Paris. Donc le Brexit a été négocié de part et d'autre par des gens qui n'en voulaient pas. C'est quand même incroyable. Beaucoup de Britanniques, Brexiters, des gens en faveur du Brexit, ont soupçonné Madame Theresa May de double jeu. De faire, vous savez, comme dans l'Odyssée d'Homère, lorsque Pénélope attend le retour d'Ulysse et elle a promis que lorsqu'elle aurait fini sa tapisserie, elle épouserait un des prétendants, mais comme elle ne veut pas épouser un des prétendants, elle fait tapisserie la journée, puis la nuit, elle défait la tapisserie qu'elle a faite. Donc beaucoup de gens ont soupçonné que Mme Theresa May était comme la Pénélope dans Ulysse, c'est-à-dire qu'elle faisait semblant de négocier le Brexit le jour, et la nuit, elle disait discrètement, là vous allez torpiller ça. C'est ça le... Donc on a été dans une espèce de hyper-gagne incroyable depuis 2 ans et demi. Et elle a fini par sortir d'un chapeau un accord qui a été jugé inacceptable à cause de la question irlandaise. Bon, vous avez suivi ça, sinon je reviendrai sur les questions, je ne vais pas faire une réponse à rallonge. Maintenant, on arrivait à votre question à vous. Nous, on n'aura pas l'Irlande. C'est déjà ça. Deuxièmement, en France, il n'y a que l'UPR qui porte le Frexit. La tentative Philippot a fait long feu. Bon, bref. Donc, il n'y a que nous qui portons. Nous, c'est un mouvement d'union nationale temporaire, s'inspirant du CNR, provisoire. Il y a chez nous des gens qui viennent de tous les horizons. Parce que je connais bien mon histoire de France. Je sais que ce que je fais est possible, puisque c'est déjà arrivé. Qu'il est possible d'unir provisoirement pour récupérer notre souveraineté, notre liberté nationale des Français de tous les horizons. C'est ce qu'avait fait De Gaulle, d'une certaine façon, c'est ce qu'avait fait Jeanne d'Arc, c'est ce qu'on a fait avec les soldats de l'an 2, etc. C'est arrivé quelquefois dans notre histoire. Mais c'est toujours provisoire. Parce que naturellement, il y a des gens de droite, naturellement, il y a des gens de gauche, et c'est comme ça dans tous les pays. Mais actuellement, le clivage droite-gauche n'a plus de sens. On est comme sous l'occupation. Et donc, moi, j'ai créé un mouvement qui s'inspire du programme du CNR, dont vous savez ce que disait le poète Aragon, qui était communiste. Il disait que le CNR, c'est dans son poème La Rose et le Réséda, il disait que le CNR, on y voyait celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Nous avons eu, c'était avant-hier, surprise générale, je n'étais pas prévenu, une responsable de France Insoumise, qui a été candidate de France Insoumise dans l'Oise, et qui était la responsable de France Insoumise à Soissons, qui a, vous avez peut-être vu, qui a démissionné de France Insoumise et qui a annoncé publiquement, avec un texte long comme ça, qu'elle rejoignait l'UPR. On va avoir dans les semaines qui viennent, je le sais d'ores et déjà, d'autres ralliements, d'autres endroits. Des gens qui comprennent que à l'UPR, il y a des gens qui sont en désaccord sur plein de choses. Et on a à l'UPR des gens qui sont contre l'IVG, on en a qui sont pour. On a des gens qui sont contre le mariage pour tous, il y en a qui sont pour. On a présenté d'ailleurs des candidats qui étaient paxés ou voilà. Donc on a chez nous des gens qui sont pour une économie libérale, d'autres qui sont des communistes de la haute époque, si j'ose dire. Hein. On a des gens qui sont de droite, d'autres qui sont de gauche. On a des gens qui voient d'un mauvais œil l'immigration, et on a aussi 15% de nos adhérents qui sont des Français d'origine immigrée. Donc on a vraiment un rassemblement, un peu comme Malraux disait du RPF, de l'UDR en 1960, c'était le métro à 6h du soir. C'est d'ailleurs le ensemble du peuple français. Il y a plein de choses qui nous séparent, mais ce qui nous relie est plus important que tout, c'est qu'à l'UPR, ce sont des gens qui ont compris que si on ne fait pas ça, si on n'a pas cette sagesse collective de mettre provisoirement de côté ce qui nous sépare pour nous allier sur le plus grand dénominateur commun des Français, c'est-à-dire la liberté de la France est foutue. Elle va disparaître. Mais disparaître physiquement même, avec le découpage en régions qui est prévu
la politique des euro-régions. Donc l'OTAN, c'est la lalie en ce moment. Donc il faut arrêter de faire le clivage droite-gauche. Tous les gens sont bienvenus. On a des anciens électeurs du FN qui côtoient des anciens électeurs de lutte ouvrière et du NPR, je vous assure. Et des gens qui se disent, bon, quand le feu est au château, qui se soucie des écuries, hein, c'est ce qu'avait dit Louis XV dans d'autres circonstances. Voilà. Donc, alors, provisoirement, voilà. Alors vous posez la question, effectivement, le problème que nous avons, c'est que déjà, nous aurons, par rapport au Royaume-Uni, si on parvient au pouvoir, on aura un gouvernement d'union nationale. Et donc, moi, on ne va pas tergiverser. Hein. Les 2 ans, c'est 2 ans maximum. Madame Theresa May, à l'évidence, n'a pas poussé son avantage. Lorsque l'on est contributeur net comme la France, que l'on verse au moins 10 milliards d'euros par an, moi, si j'avais été à l'Élysée, j'aurais lancé immédiatement la procédure de l'article 50, et puis j'aurais dit, voilà, nous, on veut sortir, tac, 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 tac. Et si j'avais commencé à avoir de la mauvaise volonté, j'aurais dit, on coupe les vivres. Parce que le montant n'est pas inscrit dans un traité international. Moi, je suis respectueux du droit. C'est un accord intergouvernemental, c'est pas un traité. Et si la France, d'un seul coup, coupe le robinet, on paye les 17, maintenant 20% du budget, en l'espace de 3 semaines, ils ne peuvent plus payer les fonctionnaires européens. Parce que ces fonctionnaires européens qui donnent en permanence des leçons de libéralisme, d'ultralibéralisme, qu'il y a trop d'États, qu'il faut licencier les fonctionnaires, sous-payer les fonctionnaires, qu'il faut monter l'âge de départ à la retraite, qu'il faut cotiser 41 ans, 42 ans, eux, ils vivent que sur la bête, sans aucune comment dirais-je, concurrence. Ben, je peux vous assurer que si les fonctionnaires de la Commission, ils n'ont plus leur salaire, ça va accélérer les négociations. Voilà. Donc nous, on fera, parce que c'est une partie de bras de fer, et on fera ça. Reste l'euro. L'euro, pour gérer la sortie de l'euro, c'est extrêmement simple. Il faut obligatoirement réinstaurer le contrôle des mouvements de capitaux, le contrôle des changes. Sinon, il y aura... Et d'ailleurs, c'est pas uniquement la France qui le demande là, ce sont les autres pays. Je rappelle qu'au moment de la crise à Chypre, qui a succédé à la crise grecque, on en a moins parlé, mais pendant environ 3-4 jours, au mépris de l'article 63, au mépris de toutes les clauses figurant dans tous les traités, en fait, il a été décidé de suspendre la libre convertibilité de l'euro circulant à Chypre avec les autres euros, parce qu'il y avait une fuite éperdue des capitaux chypriotes, donc les gens ne pouvaient plus faire de transfert en sortant de Chypre. Et donc, en fait, de facto, les élites européennes ont piétiné les traités quand ça les arrange, pour réintroduire le contrôle des mouvements de capitaux. Nous, c'est ce qu'on fera. Il faudra effectivement qu'il y ait un contrôle des mouvements de capitaux pour sortir de l'euro. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que il a été question que la Grèce sorte de l'euro en 2013. L'Allemagne l'exigeait. Vous savez qu'on ne peut pas, il n'y a pas de clause de sortie de l'euro sans sortie de l'Union européenne. Ça n'existe pas. Donc l'Allemagne était prête à violer les traités pour dégager la Grèce. Je vous l'ai dit, l'Allemagne bénéficie énormément de l'euro, mais elle est également, l'euro est désormais le risque numéro 1 pour l'Allemagne. Si tout l'échafaudage des déficits de la balance des paiements courants à l'intérieur de Target 2 s'effondre sur l'Allemagne, je vous renvoie tout ce qu'on a publié sur le sujet. Même si la Grèce était sortie de l'euro, en fait la Grèce n'est pas sortie de l'euro parce que les gens ont craint un effet de domino. Mais si la Grèce était sortie de l'euro, la Grèce c'est 1% du PIB. C'est un petit pays marginal. Il n'est pas marginal symboliquement. C'est le fondement de la démocratie, de la civilisation gréco-latine, qui est le berceau de la civilisation européenne. Il n'est pas marginal symboliquement, il n'est pas marginal affectivement, il n'est pas marginal géopolitiquement, puisque pour l'OTAN c'est un pays très important, mais il est totalement marginal économiquement et monétairement. Si la Grèce était sortie, ce n'était pas un drame. Sauf en termes symboliques et en termes de précédent. Puisque je rappelle que pour les tenants de l'européisme, l'euro est une autoroute sans sortie. C'est ce qu'avait dit le commissaire Yves Thibault-Silvio au moment du lancement de l'euro. Si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, ce qui va être fait dans quelques jours, dans quelques semaines, même s'il y a une petite prorogation, ça ne pourra pas dépasser un mois, puisqu'après il y a les élections européennes qui arrivent. Lorsque le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne, comme vous l'avez dit, le Royaume-Uni ne sortant pas de l'euro, ça ne touche pas à l'euro, et le Royaume-Uni a toujours un peu l'image d'un truc qui était à la fois dedans et dehors. Donc en termes symboliques, l'échafaudage européiste tient. Mais la France, ce n'est ni la Grèce, ni le Royaume-Uni.
C'est-à-dire que si la France décide de sortir de l'Union européenne et de l'euro, c'est fini. Tout va s'effondrer. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que dans les semaines, c'est l'effondrement du camp socialiste. C'est la réplique sismique de ce qui s'est passé de 89 à 93, 94. C'est en fait deux plus grandes puissances se sont partagées le continent européen. Conférence de Téhéran 43, Yalta 44, Potsdam 45. Les deux premières Roosevelt, la dernière Truman du côté américain, de l'autre côté soviétique Staline, avec Churchill qui jouait les utilités et De Gaulle qui a été interdit de participer à ces entretiens. Les deux grandes puissances se sont partagées le continent européen. De 89 à 91, ça a été l'effondrement, et puis les années qui ont suivi la destruction du RSS, ça a été l'effondrement du glacis géopolitique soviétique en Europe. Là, les Américains, au lieu de dissoudre l'OTAN, puisque le pacte de Varsovie se dissolvait, au lieu de respecter la promesse que George H. Bush, le premier président Bush, avait faite à Gorbatchev, il avait dit « Nous n'interviendrons pas en Europe de l'Est », il a appliqué un stratagème chinois qui s'appelle « piller les maisons qui brûlent », c'est-à-dire il a profité de la faiblesse stratégique de l'URSS pour piétiner sa promesse, pour mettre la main sur les pays d'Europe de l'Est et les faire entrer, comme je le disais tout à l'heure, dans l'OTAN puis dans l'Union européenne, qui sont les deux faces de la même médaille d'asservissement du continent européen. Ce que je pense profondément, d'ailleurs je vois que même Jacques Attali commence à le dire, c'est que ce qui attend les années qui viennent, mais c'est comme dans les saints évangiles, hein, nul ne sait le jour ni l'heure, mais ce qui attend le monde dans les années qui viennent, c'est l'effondrement du glacis géopolitique américain, c'est-à-dire la réplique, si je veux dire, côté occidental de ce qui est arrivé à l'URSS. Et donc, que cet échafaudage va disparaître. Et si la France sort, il sera le facteur de cette destruction. C'est pour ça que le programme que nous présentons, j'ai parfaitement, il y a des gens parfois qui disent « Bon, alors d'accord, on sort de l'Union européenne et de l'euro, et alors on fait quoi ensuite ?» Attendez, et oh, c'est la plus grande révolution, le plus grand bouleversement géopolitique, la plus grande révolution historique depuis au moins 1945 que l'on propose. Parce que si la France sort de l'euro, après il n'y aura plus d'euro. Ou plus exactement, l'euro rémanent sera peut-être un euro rénant. L'euro rémanent, c'est-à-dire limité. Et même, ça, vous savez, quand vous avez un château de cartes qui s'effondre, s'il y a une carte qui glisse, vous ne pouvez pas rattraper le truc. Regardez l'effondrement de l'URSS. Et c'est pareil de l'Union européenne. Il ne faut pas oublier que la France, excusez-moi, mais je voudrais vraiment, il y a un des souhaits que j'ai, moi, c'est que les Français reprennent fierté et confiance dans leur propre pays. Quand on a vécu, comme moi, à l'étranger, au Japon, pendant 1 an et demi, quand on est allé dans de très nombreux pays, dans 95 pays du monde, je vous assure que la France, c'est pas de la gnognotte, c'est pas ce qu'on veut vous faire croire. Bien sûr, on n'est plus la première puissance du monde, mais c'est pas rien. La France est un pays qui a une réputation mondiale, le pays des droits de l'homme, même si Macron, c'est un accident de l'histoire, comme Hollande, tout le monde sait bien tout ça. Dans 200 ans, on ne parlera plus de Sarkozy, de Hollande, de Macron, tout ça. On parlera de Charles de Gaulle et d'Asselineau. Ça veut dire quoi? C'est très profond ce que je dis au-delà d'une modestie. C'est que les autres pays d'Europe, ils attendent la France. Si la France sort de l'Union européenne, vous allez voir ce qui va se passer. L'Italie, la Grèce, la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, les Pays-Bas, l'Autriche, et même peut-être l'Allemagne, vont se saisir de l'occasion. Et ça, c'est la tradition française. En 1789-1792, on a apporté au monde, en 1792, à la bataille de Valmy, il n'y avait pas que des Français, il n'y avait pas uniquement des j'en parlais de Suédois avec chaleur, parce que c'est mon pays, c'est notre pays, dont nous devons être fiers. En 1792, 20 septembre 1792, à la bataille de Valmy, il n'y avait pas uniquement des sans-culottes d'un côté, et puis des aristocrates français émigrés de Coblence avec le duc de Brunswick de l'autre côté. Il y avait, du côté français, des étrangers. Il y avait Francesco de Miranda, qui allait être le bras droit de Simon Bolivar, et qui allait ensuite apporter toutes les révolutions latino-américaines à partir de 1810, qui ont repris toute la signalétique française, le bonnet phrygien. Allez voir comment ils se sont libérés, les pays d'Amérique latine, en se prévalant constamment de la Révolution française. Et du côté des troupes de Brunswick, il y avait aussi donc, des Allemands, et il y avait Goethe qui était là.
le poète qui était dans les troupes, et qui a dit, lorsqu'il a vu la bataille de Valmy perdue, à surprise générale par les troupes coalisées, qui ce sont les troupes révolutionnaires françaises qui ont gagné, vous savez que c'est le lendemain qu'on proclame la République française, c'est un événement cosmique, hein, puisque dans l'histoire des hommes, on pensait que la République, ça pouvait être une petite cité comme Venise ou Florence ou Gênes, mais l'idée que la grande nation, le plus grand pays du monde à l'époque, à part la Chine, le plus grand pays du monde, c'est-à-dire la France. Il y avait la Russie, mais en Europe, c'était... en Afrique, il n'y avait pas de pays. Les côtes barbaresques, Algérie, Tunisie, Maroc, c'était... c'était 5 millions, 8 millions d'habitants. Nous, il y avait 32 millions d'habitants en France. Le fait que la France devint une république, c'était cosmique. Et Goethe dira, de ce jour, de cette heure, quand il voit la bataille de Valmy, de ce jour, de cette heure, s'ouvre une nouvelle période de l'histoire humaine. En 1848, lorsque le roi des Français, Louis-Philippe, s'enfuit déguisé en travesti, ce qui n'est pas une fin très glorieuse pour la monarchie française, lorsqu'il passe au Royaume-Uni déguisé en vieille dame, et qu'il y a la Révolution de 1848, ça va avoir un effet de domino sur toute l'Europe. C'est le réveil des nationalités que provoque la Révolution de 1848 en France, de février 1948. Il faudra que le tsar de toutes les Russies, Nicolas Ier, intervienne dans tout l'Est européen, on l'a appelé le gendarme de l'Europe, pour empêcher la contagion révolutionnaire. Et c'est pareil, en 1871, la Commune de Paris a eu un impact énorme sur les masses populaires, notamment sur les prolétariats. Et Marx utilise, je ne suis pas marxiste, mais j'aime l'histoire, et ça sera un symbole de libération, d'émancipation pour énormément de peuples. Lorsqu'en 1918, il y aura Clémenceau qui sera le père de la victoire, qui redéfinira la carte de l'Europe occidentale, notamment le découpage de l'empire de l'empire wilhelmien et surtout l'empire des Habsbourg, avec l'apparition de tous ces nouveaux États, hein, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, etc., la Hongrie, l'Autriche, tout ça. C'est encore une fois Théodore Roosevelt, président des États-Unis, mais la France. Eh bien, je peux vous dire que si la France sort de l'Union européenne et de l'euro, il y aura cet effet de souffle. C'est d'ailleurs, je pense que c'est se tromper complètement, c'est ne pas percevoir la dynamique historique qui sera créée. Les gens qui croient, oh là là, les autres vont essayer de nous faire du mal, vont nous prendre des sanctions, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, beaucoup de peuples se saisiront de l'exemple français. Hein. Ayez confiance, ne jouons pas petits bras, ayez confiance en la France. Je crois qu'il faut, malheureusement, on a fait dessus, je crois qu'il faut sortir, c'est ça, on doit rentrer ça, Muriel. Donc, ce que je vous propose, il est prévu un petit encas. D'accord, alors, ceux d'entre vous qui ont réservé leur restaurant viennent au restaurant. Ceux qui ne l'ont pas fait, vous pouvez également peut-être venir avec nous, sans manger avec nous, pour que s'il y a des frustrés qui voudraient poser quelques questions ou qui voudraient faire quelques selfies avec moi, je suis à leur disposition, sans oublier peut-être les adhérents à qui je dois, dans le cadre de l'opération Madonna, je dois une carte, comment dirais-je, signée et personnalisée. Donc merci à toutes et à tous d'avoir été présents, et puis si vous me le permettez, on conclura comme d'habitude en disant vive la République et vive la France. Merci beaucoup.